Pierre Squara, vous êtes responsable du service de réanimation de la clinique Ambroise Paré à Neuilly. Sur ce point précis, c'est-à-dire le fait d'être redescendu sous les capacités habituelles de l'hôpital, même si évidemment là, on n'a plus tout le reste des pathologies, on est uniquement sur du Covid, ça c'est quand même la bonne nouvelle du jour. C'est pas véritablement une bonne nouvelle parce qu'on l'avait anticipé. Je veux dire, depuis 15 jours, les chiffres de la réanimation baissent. Ça veut dire que, par exemple, dans un établissement comme le mien, on a fermé une des réa Covid. Il y en avait 3, il y en a plus que 2, et on anticipe dans les jours qui viennent la fermeture d'une autre. Une réa, c'est combien de lits? Celle qu'on a fermée faisait 10 lits. Vous n'en avez plus besoin, c'est ça la bonne nouvelle. Il n'y avait plus de malades dedans. Donc on l'a fermé, on l'a nettoyé et on se prépare à redémarrer comme je vous le disais tout à l'heure. Vous vous préparez à redémarrer l'accueil d'autres patients? Alors, on se prépare, enfin on accueillait déjà d'autres patients parce qu'il y a des maladies urgentes qui ne pouvaient pas attendre, mais on se prépare véritablement à reprendre une activité normale. Et c'est vrai qu'on est un peu je dirais pas, je veux pas que mes paroles soient prises comme un antagonisme vis-à-vis des ARS et vis-à-vis de ce que vient de dire Jérôme Salomon. Ils ont des responsabilités écrasantes, il faut qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent et surtout à ce que les gens vont comprendre. Nous, on est absolument d'accord avec eux que le confinement doit se faire jusqu'au 11 mai et que le 11 mai, il s'agit pas de reprendre la vie comme avant. Et si on fait ça tous collectivement, nous, on a tendance à voir la bouteille à moitié pleine et eux à moitié vide. C'est-à-dire qu'ils ont très peur d'une deuxième vague, mais elle est mathématiquement très improbable. À partir du moment, mais le 11 mai, il y aura à peu près 10% de la population qui aura déjà été séroconvertie. Donc la puissance de l'épidémie ne pourra pas être aussi grande, parce qu'avec 10% de la population déjà séroconvertie, le R0 va baisser à peu près de 20%. Donc ça va continuer à se propager, mais à une moindre vitesse. Moins fort. Ensuite, les Français, ils ont compris. Les gestes barrières qui faisaient sourire il y a 2 mois ne feront plus sourire personne. On a bien compris que les grandes messes et les grandes embrassades de centaines de personnes, c'est fini. Et d'ailleurs, je reprends juste un mot qu'a utilisé Jérôme Salomon. Il n'a pas parlé simplement des gestes barrières, mais il a dit que les gestes barrières devaient devenir des gestes réflexes. C'est-à-dire qu'exactement cela, on doit en fait intérioriser l'idée que désormais, probablement, on va pendant quelque temps au moins arrêter de se faire la bise, arrêter de se serrer les mains, arrêter de se prendre dans les bras. Tout cela doit devenir un réflexe, pour reprendre le mot de Jérôme Salomon. Et à ce prix-là, il n'y aura pas de deuxième vague. Et s'il y avait une deuxième vague, l'administration qui a maintenant des modèles bien éprouvés sera capable de réagir plus vite. Et nous qui avons été capables de créer des réanimations en 8 jours, on sera capable de les créer en 48 heures. Donc la situation de tension extrême que nous avons connue ne peut pas se reproduire. Et je comprends parfaitement que les tutelles qui ont en charge la santé des Français soient obligées de considérer cette option. Avec une très grande prudence. Revenons quand même un instant sur ce que vous nous dites. Quand vous nous dites, voilà, on a mis 8 jours à pouvoir créer des lits supplémentaires. On est revenu précisément là-dessus. Quand on dit qu'aujourd'hui, il y a 4870 personnes qui sont en réanimation, en effet, on a bien compris que la France, avant le Covid, avait une capacité de 5000 lits, qu'elle a réussi à faire monter au-delà des 12-14 000. Mais le professeur Jérôme Salomon a bien expliqué tout à l'heure que pour l'instant, en tout cas, ils allaient garder ces lits supplémentaires au cas où. Alors, c'est ce que nous faisons. Parce que quand je vous ai dit qu'on avait supprimé une réanimation, on n'a pas jeté les respirateurs, on les a gardés. Donc on est capable de se remobiliser en 48 heures si c'était nécessaire. Mais cette hypothèse nous paraît très faible par rapport à une autre hypothèse, qui est celle des vaguelettes et d'une installation dans une connivence avec le virus pour des mois. Une connivence, ça veut dire qu'on va apprendre à vivre avec. Exactement, parce que si on a séroconverti 10% de la population en 3 mois et on n'aura plus de virus quand on aura atteint 60%, ça veut dire qu'on part pour 18 mois peut-être. Comme on en a déjà fait 3, il en reste 15. Et on va apprendre à vivre avec des vaguelettes, c'est-à-dire que dans la population générale, il y aura quelques pourcents de gens qui seront contagieux, donc il faudra se protéger, donc on gardera les masques encore longtemps. Et sans protéger, ça veut dire les isoler? Il a été assez clair là-dessus, et en même temps, on se demande un peu matériellement comment ça va se faire, puisque Jérôme Salomon tout à l'heure disait oui, il va falloir sans doute que le Covid-19 devienne une des maladies obligatoires dans la déclaration
immédiate, mais il dit, en fait, là, ce qu'on va devoir surtout, c'est tester, puis tester les contacts de la personne malade, puis isoler et placer tout le monde de manière scrupuleuse en quarantaine pour éviter que le virus ne circule. Est-ce que concrètement, vous imaginez que ce protocole en quelque sorte, puisse durer pendant 18 mois s'il le faut? Eh bien, je ne vois pas d'autre solution. Et même cela, ça ne sera pas parfait, parce qu'il y a un certain nombre de patients qui seront contagieux, mais totalement asymptomatiques. Donc, on n'ira pas les tester, ou on les testera uniquement si jamais ils se manifestent. Donc, il faut accepter justement cette convivence avec le virus, comme je disais. Il y aura des personnes non dépistables. Ils se porteront comme vous et moi, et ils seront quand même contagieux. Donc, il faudra qu'on prenne l'habitude de conserver ces distanciations sociales. Je vais vous poser une question qui va vous paraître incroyablement naïve, mais l'inquiétude sur la seconde vague, c'est qu'on a presque l'impression que, au fond, tant qu'il restera une personne malade, elle pourra à son tour renourrir des cercles qui renourriront des cercles. Sauf si il y a une grande partie de la population qui est séroconvertie, qui donc ne pourra plus être contaminée, et donc la probabilité que cette personne malade trouve quelqu'un de réceptif, de naïf, deviendra de plus en plus faible. Et c'est ce qui fera que l'épidémie se terminera. Certains pays comme Singapour ont décidé de reconfiner. Alors, c'est ce que je disais. L'hypothèse de reconfiner si jamais la vaguelette dont je parlais s'avérait trop forte n'est pas du tout stupide. Et je le disais en préambule, on réagira plus vite que la première fois parce que tout est prêt pour recommencer. Mais le plus probable, c'est qu'on va rester dans cette espèce de coexistence et il nous semble que plus vite on va renoncer à cette inquiétude de la deuxième vague, et plus vite on va assumer et accepter cette coexistence avec le virus pendant les mois qui viennent, plus vite on va remettre l'économie du pays en marche. Au fond, c'est presque une question psychologique, c'est-à-dire que c'est l'idée de se dire, bon, allez, on a protégé de l'excès de malades en même temps sur une courte période qui aurait donc trop encombré les hôpitaux et qui aurait fait qu'on aurait dû renoncer à soigner un certain nombre, mais ensuite il va falloir vivre avec ce virus comme on peut vivre avec une grosse grippe. Mais c'est exactement ça, il va falloir apprendre à vivre avec, parce que de toute façon on n'a pas le choix. On ne va pas s'arrêter pendant 15 mois, parce que si au bout de 15 mois on se remet à travailler, on aura dévasté notre économie, et en désespoir, en crise sociale, en troubles sociaux, on n'aura plus de morts qu'en coronavirus. Ça me permet de rebondir sur la santé. Parce que quand je disais l'économie du pays dévasté, il faut la remettre en route, il faut remettre aussi en route l'économie de la santé. Et l'économie de la santé, on parlait tout à l'heure des chirurgiens libéraux qui ne travaillent plus, et des médecins libéraux qui ne travaillent plus, mais il y a aussi les patients. Et là, on est un peu en opposition avec l'ARS qui voudrait nous donner une espèce... Quand vous dites « on », c'est les établissements privés aussi. Hein. Je pense que les médecins des hôpitaux publics seront d'accord aussi avec ça. Disons la médecine libérale par rapport à l'hôpital. Vous savez, il y a la bonne et la mauvaise médecine. Aujourd'hui, vous travaillez main dans la main, mais vous vous demandez aussi demain comment faire. L'ARS voudrait nous proposer des listes. Il y a les malades rouges, les malades oranges, les malades jaunes. Alors on pourrait faire les rouges, et puis dans un mois on pourrait faire les oranges, et puis en fonction de l'urgence. En fonction de l'urgence. Plus ou moins grande. Voilà. Alors, on n'est pas d'accord avec ça, parce que la médecine ne se fera jamais de manière administrative. La médecine, elle se fait entre un médecin et son patient. Je vous donne un exemple. La cataracte, c'est pas urgent. C'est pas urgent, mais il y a 20 000 morts par an en France d'accidents de la vie courante. Et c'est quoi les accidents de la vie courante ? C'est la personne âgée qui a la cataracte, qu'on n'a pas opérée, qui va mettre le feu à sa cuisine. Une prothèse de hanche, c'est pas urgent non plus. Mais la personne qui va pas se faire opérer de la prothèse de hanche et qui va trébucher en montant l'escalier, elle va se casser la tête. Donc il n'y a pas de médecine urgente et de médecine pas urgente. Il y a un cas particulier et un médecin. On peut quand même dire qu'il y a une médecine vitale et une médecine de manière immédiate, en tout cas, et une médecine qui est moins immédiatement vitale. La médecine immédiate, c'est celle qu'on a toujours fait. Le coronavirus n'a pas arrêté de faire les pontages en urgence et dissections aortiques. Mais maintenant, on arrive à cette deuxième phase où on voudrait nous imposer une progression, et cette progression, nous, on voudrait la maîtriser nous-mêmes, au cas par cas, et non pas en fonction de textes. Vous ne souhaitez pas donc que la médecine publique mette la main complètement sur votre organisation? C'est pas la médecine publique, c'est l'ARS, c'est-à-dire l'administration. Et je suis certain que si on avait ici un collègue des hôpitaux publics, il vous dirait la même chose. De toute façon, c'est un devoir du médecin. Mais on a un peu l'impression que les médecins ont repris le pouvoir, ils vont peut-être pas vous le reprendre sitôt aussi.
Vous parlez de qui, des ARS? Globalement, on a quand même le sentiment que les médecins ont repris le pouvoir au sens le plus politique du terme. C'est-à-dire que vous avez pu à nouveau, après une période avec un sentiment de ne pas avoir peut-être été suffisamment entendu, être à nouveau les capitaines du navire. J'ai pas ce sentiment. Franchement, nous, il y a une réunion tous les matins entre nos dirigeants et les ARS. On a un sentiment qu'ils travaillent ensemble et qu'il y a un respect mutuel. Non, l'administration, c'est naturel, font des textes, des règlements, voilà. Et quand ils font des règlements globaux, on n'a rien contre. Quand ils commencent à nous expliquer comment on doit faire la médecine et dans quel ordre, là, on se braque. Quand on voit, par exemple, je voulais juste rebondir là-dessus, le journal Le Monde aujourd'hui qui titre sur le fiasco des tests, et le journal Libération qui y consacre également son édito en disant qu'au fond, il y a eu une difficulté d'ordre bureaucratique. Est-ce que ça, vous avez le sentiment quand même que la bureaucratie, l'administration ont voulu quand même être trop présents dans la gestion de cette crise? Pour quel test vous voulez parler? Pour le développement des tests virus en France, ouais. Écoutez, est-ce que vous diriez malgré tout que l'administration a freiné peut-être la capacité à gérer en urgence? Non, je pense que quand il y a des choses urgentes, il faut conserver sa tête et il faut conserver les règles. L'administration, par exemple, aujourd'hui, on peut faire toutes les sérologies qu'on veut, il n'y a aucun test qui a été validé. Donc, quelle est la valeur de la sérologie que vous allez faire? Vous allez faire votre sérologie, elle est négative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez encore attraper le virus ou que le test s'est trompé? Alors vous allez recommencer demain, puis vous allez recommencer après-demain jusqu'à temps qu'il devienne positif. Donc si vous n'avez pas une certaine sécurité dans l'outil de mesure, vous ne pouvez rien mesurer du tout. Est-ce qui veut dire aussi que demain, la stratégie de déconfinement qui repose malgré tout sur les tests précisément, est-ce qu'elle sera fiable? Eh bien, elle sera fiable si les tests sont fiables. Encore une fois, si vous demandez à un maçon de faire une maison avec un mètre qui est faux, la maison ne tiendra pas debout. C'est pareil pour nous. Je veux dire, si on a des tests fiables, on pourra dire fiablement à tel soignant, tu es séroconverti, tu ne risques plus rien. Donc on espère qu'ils seront fiables d'ici le 11 mai, mais on n'est pas à 100% sûr. Écoutez, d'après certaines informations, on attendait une homologation aujourd'hui. J'ai pas eu de SMS, donc peut-être qu'elle arrivera demain. Mais je pense qu'il y a un certain nombre de tests qui sont sérieux et qui vont montrer leur qualité. Je voudrais qu'on refasse un point sur les chiffres qu'ont donné ce soir la Direction générale de la santé et les mettre davantage en perspective, notamment le nombre de décès et le nombre de cas graves. François Pitrel. Oui, donc on est à aujourd'hui 22 245 décès au total en France, plus 389 en 24 heures. C'est un chiffre qui baisse quotidiennement et on a connu, donc on peut le dire maintenant, notre pic de mortalité aux alentours du 5 avril en France. Ce pic de mortalité, il est pas tout à fait le même que le pic de réanimation. En réanimation, on a passé la barre des 5000 personnes, donc on est à 4870 personnes accueillies en réanimation aujourd'hui en France, et on aperçoit, donc là c'est le nombre de décès, donc ce pic là aux alentours du 5-6 avril en France, et donc le pic de réanimation lui était plutôt autour du 1er avril, donc 5 à 6 jours de décalage entre les deux. Et on a eu le témoignage de Martin Hirsch notamment cette semaine, qui nous a décrit cette nuit du 31 mars 1er avril qui était absolument terrible et qui a failli faire déborder les services d'urgence en Ile-de-France. Ce qui veut dire quand même, si on se base effectivement sur ces chiffres qui font que pratiquement à un patient près, à un lit près, on a réussi finalement à maintenir et à pouvoir accueillir et soigner tous ceux qui nécessitaient de l'être, ça veut dire qu'on peut se dire quand même qu'aujourd'hui en France, personne n'est mort faute de soins du coronavirus. À ma connaissance, non. Mais comme vous venez de le dire, il s'en est fallu de peu. Il s'en est fallu de peu et on a eu des responsables qui ont pris les bonnes décisions, notamment celle de transférer massivement, qui ont été très convaincants dans leur demande d'ouverture de nouvelles réanimations. Moi, j'ai participé à une réunion avec la ferme intention de refuser d'ouvrir une 4e réanimation. Et à la fin de la réunion, on a ouvert la 4e réanimation. Ils ont réussi à vous convaincre. Et quand vous sentez que vous êtes obligé de le faire, vous le faites. Hein, mais non, il y a eu vraiment un travail exceptionnel de fait. Et tout le monde a assuré sa part du travail. Justement, à la suite, comment est-ce que vous imaginez l'hôpital de demain? On commence déjà à se projeter. Certains disent qu'il ne faudra pas revenir à
la gestion de la médecine dans ce pays, comme ça a été le cas depuis quelques années? Est-ce que cette crise a été le révélateur d'un certain nombre de failles qu'il ne faudra pas renouveler? Comment est-ce que vous voyez la suite? Moi, je trouve que cette crise, elle a été révélateur d'une capacité de l'ensemble du monde de la santé à se mobiliser et à se mobiliser pour éviter la catastrophe. C'est quand même quelque chose d'important. Ensuite, bien sûr qu'on a mis en évidence des faiblesses, mais on les connaissait déjà. Donc il faudra travailler dessus. Le seul véritable enseignement qu'il faudra bien garder en tête, c'est les stocks stratégiques et peut-être une industrie stratégique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus continuer à dépendre des masques chinois et des respirateurs allemands. Il faut qu'on ait un minimum d'industrie de la santé sur notre territoire et un minimum de stock pour faire face à l'urgence. Mais l'hôpital a su se mobiliser et tout le système de santé aussi. Ensuite, je ne vais pas recommencer ce que j'ai dit ici il y a 15 jours et comparer le système français et le système allemand. Il y a beaucoup de choses à... Ça reste... Moi, c'est quand même la question que j'ai envie de vous poser. C'est-à-dire qu'il y a le système allemand, il y a le système portugais. Malgré tout, on parle très peu du Portugal. Mais autant on compare la France et l'Allemagne avec effectivement une comparaison qui est très défavorable à la France, puisque si je reprends les chiffres à l'instant où on se parle, en Allemagne, on dénombre 5575 morts, dans un pays qui pourtant est un pays... avec plus de population et une population plutôt plus âgée, donc normalement plutôt plus à risque, alors que la France, donc au dernier dénombrement, est à 22 245 décès. C'est colossal comme différence. Et quand on regarde la différence entre le Portugal et l'Espagne, qui pourtant ont une longue frontière en commun, en Espagne, c'est 22 524 morts et au Portugal, 854. Comment on peut voir du point de vue de la gestion de l'hôpital, de la gestion de la médecine, du point de vue sanitaire, regarder ces chiffres? Il y a malgré toute l'envie que j'ai de comparer le système allemand avec le système français, il faut être honnête et dire qu'il n'y a aucune relation de cause à effet entre le nombre de morts qu'on a en France et le nombre de morts qu'on a en Allemagne et la différence de nos deux systèmes sanitaires. Comme il n'y a pas probablement de relation de cause à effet entre la différence de morts en Espagne et au Portugal et la différence de leur système sanitaire. Je pense que il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Il y a eu la fermeture des frontières, par exemple. Il y a la fermeture des frontières, le fait que le Portugal, c'est un pays en bout de continent, qui n'est pas traversé, qui est plus isolé, qui n'est pas un voie de passage. Il y a que le peuple allemand est plus discipliné que nous, avec une plus grande discipline scientifique, avec une rigueur que nous n'avons pas. Il y a aussi peut-être la chance, c'est que moi j'ai lu un certain nombre de rapports qui disaient que si on n'avait pas eu le cluster de Mulhouse et la densité de la population de la Seine-Saint-Denis, notre mortalité se rapprocherait de celle de l'Allemagne. Donc oui, à l'occasion de cette crise, il faut se poser de la question sur l'organisation de nos systèmes de soins, mais il ne faut pas non plus prendre des arguments là où ils n'existent pas. Merci beaucoup pour ces précisions et effectivement, c'est une des questions qui sera passionnante aussi, d'essayer de comprendre et de construire la suite.